Bonsoir à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et merci d'être présents pour cet éclairage de Jacques Cheminade, éclairage à caractère exceptionnel, puisque normalement il a lieu tous les 15 jours, et nous voulions avoir un éclairage ce jeudi pour lancer un appel crucial à la mobilisation dans cet événement tout à fait exceptionnel, dans les événements exceptionnels que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous voyons que vous êtes de plus en plus à suivre les interventions de Monsieur Cheminade, ses éclairages particulièrement sur Facebook et YouTube, et nous voulions profiter de cet intérêt grandissant pour vous envoyer un message clair et essentiel. Mobilisez-vous avec nous à nos côtés. Si vous suivez ce que nous faisons, si vous appréciez et si vous pensez que c'est crucial, vous devez agir plus, faire en sorte notamment que ces idées soient connues beaucoup plus en France et même à travers le monde. Pour cela, vous pouvez tout simplement déjà vous abonner aux pages Facebook de Jacques Cheminade, de Solidarité et Progrès si ce n'est pas déjà fait, vous abonner aux chaînes YouTube de Solidarité et Progrès et de Jacques Cheminade. Vous pouvez aussi aller sur les comptes Telegram de Solidarité et Progrès. Nous avons un compte Telegram, un fil Telegram, et le compte Twitter de Monsieur Cheminade. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez déjà mener beaucoup d'actions et beaucoup plus, faire connaître ce que nous faisons. Mais vous pouvez aussi militer à nos côtés, dans la rue. Vous pouvez intervenir auprès des élus, auprès des institutions, auprès des médias. C'est très important, on devrait être beaucoup plus couvert dans les médias. Et pour ça, eh bien, nous sommes prêts à vous donner tous les moyens pour cela. Et nous vous invitons à nous contacter, à nous téléphoner. Vous avez un numéro de téléphone et le mail pour nous contacter qui sera dans la description de cette vidéo. Donc c'est une chose absolument essentielle. Nous, dans les événements actuels, nous appelons à une mobilisation plus que tout et à ce que vous agissiez avec nous à nos côtés. Vous pouvez aussi, pour vous former justement et militer, vous abonner à nos publications. Vous avez notre journal Nouvelle Solidarité et aussi nos chroniques stratégiques sur le site internet. Ce sont des outils primordiaux, des équipements de la pensée qui permettent de former les résistants, de les mobiliser. Et donc, vous y abonner et abonner des proches est absolument essentiel. Et Monsieur Cheminade vous en parlera plus en détail, notamment dans cet éclairage. Vous mobilisez donc, contribuer financièrement aussi est absolument essentiel. L'argent, le nerf de la guerre, c'est absolument essentiel pour cette mobilisation que nous menons chaque jour. Et vous le savez, les grands partis politiques, les partis politiques en place, bénéficient, se partagent des dizaines de millions d'euros grâce à un système qui notamment privilégie les partis en place, alors que Solidarité et Progrès, lui, vit, se développe et existe uniquement grâce aux dons de citoyens, aux dons de personnes physiques et aux achats et aux abonnements de nos publications. Donc je rappelle juste que ces dons-là sont essentiels pour notamment nous étendre et maintenir nos actions. Ce sont, je le rappelle, des dons déductibles d'impôts. Vous pouvez faire des dons mensuels ou des dons ponctuels. Et si vous avez la chance, notamment, entre guillemets, de payer des impôts, eh bien, vous avez une raison de plus pour faire davantage. Et donc voilà, c'est l'appel que nous voulions lancer dans cet éclairage. Contactez-nous, mobilisez-vous avec nous, contribuez à la bataille. Et le moment de l'histoire le demande. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Jacques Cheminade pour cet éclairage. Aujourd'hui, cet éclairage est un appel. Appel à vous, qui n'êtes pas encore actifs, appel à sortir de votre passivité. Et vous savez que cette passivité peut devenir un pessimisme confortable ou même une lâcheté. À nous, appel à élever le niveau de notre combat. Et ce doux rappel, nous ne faisons pas comme un devoir vraiment pesant, mais plutôt comme une joie, la joie d'une espérance, cette même joie qu'avaient, dans des circonstances tragiques du même ordre que les nôtres, les premiers qui rentraient dans la France libre ou dans la résistance. C'est cet état d'esprit que je voudrais partager avec vous ce soir. Où en sommes-nous ? Aujourd'hui, la Russie a prévu et organisé la prise de contrôle des 4 oblasts de l'Ukraine, qui deviennent territoire russe. Donc,
La Russie l'a dit, toute atteinte à ces territoires est considérée comme une agression contre la Russie, justifiant le recours aux armes les plus modernes de l'époque, c'est-à-dire au nucléaire. L'armée ukrainienne combat, et tout cela se déroule dans un contexte d'atrocités et de crimes de guerre. Voilà que se tient le 16 octobre le 20e congrès du Parti communiste chinois. Le comité permanent du bureau politique décidera de l'orientation. Et il est clair qu'on est face à une désintrication. Vous savez, on dit que dans le rapport quantique, il y a une intrication des deux éléments. Ici, il y a une désintrication, il y a une division du monde en blocs qui peut s'avérer désastreuse. Le 8 novembre, il y a les élections de mi-terme aux États-Unis. Et là, c'est au sein d'une crise de destruction des États-Unis, qui s'infligent à eux-mêmes. Alors, il y a des régions extrêmement avancées des États-Unis, d'autres qui sont en retard. Certains États prennent des décisions qui sont totalement opposées à celles des autres. On le sait pour l'avortement, mais il y a bien d'autres sujets encore plus graves. Et puis, le 15 et 16 novembre, plus important encore, se tient le G20 à Bali. Et là seront présents Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, Joe Biden, Xi Jinping et Emmanuel Macron, ce qui en sortira peut-être une tragique division du monde en blocs ou un nouvel ordre économique et monétaire international de développement mutuel. Cela ne se produira pas si les peuples ne se mobilisent pas. Il faut que les peuples se mobilisent pour que cela se produise. Face aux dangers de guerre et de chaos économique, en fait, la Troisième Guerre mondiale est déjà commencée. C'est entraver son processus qui est notre devoir politique. C'est ne plus laisser y aller nos dirigeants comme des somnambules. Donc, c'est pour cela que nous devons nous mobiliser. Mais la voix de la France est absente dans le monde. Les politiques français sont absorbés par le querelle intestine, médiocre, vulgaire, subalterne. Et notre rôle, aujourd'hui, et c'est pour cela que j'interviens à titre exceptionnel, est de vous aider à vivre hors de ce que l'on appelait en Allemagne de l'Est la vallée des paumés ou des désemparés, qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait, qui ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire, qui n'aimaient pas la situation dans laquelle ils se trouvaient, mais ils étaient un peu perdus. Aujourd'hui, ce n'est pas faute d'information, mais c'est par la saturation d'informations et de l'enfumage des médias. Des médias irrationnels, des réseaux sociaux. Donc, ce soir, c'est pour ramener à une raison qui passe par le cœur et un engagement que je vous parle. Le régime Macron nous incite, sous diverses menaces, à la sobriété. On n'entend plus que ce mot, sobriété. Sa recette est de mettre un col roulé à la France sans traiter de la cause du froid. Il crée un Conseil national de la refondation et veut en même temps passer en force pour les retraites et, disons, durcir la loi sur le chômage, ou pire. Un exemple de l'incapacité de tenir une conduite cohérente et honnête donnée par le gouvernement et Emmanuel Macron, c'est que l'Élysée a changé de doctrine sur les ministres ou les collaborateurs du président mis en cause par la justice. Mis en cause par la justice dans les deux cas pour des conflits d'intérêts. Ce qui est très grave, car servir ses intérêts ou ses préjugés privés dans le contexte d'une fonction publique revient à trahir le principe de l'intérêt général et à trahir la nation. En même temps,
voici un ministre et un secrétaire général de l'Élysée inculpés, disons, comme si on vivait une nouvelle définition de ce qu'est le service public, où des choses sont admises qui ne devraient jamais l'être. L'opposition du Rassemblement national se noie dans son obsession vis-à-vis des migrants, vis-à-vis de l'islam et de musulmans caricaturés, et promouvant une baisse des impôts qui se demander parfois si Marine Le Pen ne s'inspire pas de Liz Truss en Angleterre avec les résultats que l'on sait lorsqu'ils sont appliqués. L'extrême gauche, elle, s'inquiète de plus en plus du mauvais genre et promeut, disons, des discussions qui ne viennent à rien, mais elle promet aussi, sans définir sérieusement, comment produire pour tenir ses promesses. Beaucoup de bruit pour rien, dans les travées de notre Assemblée nationale et dans les couloirs des ministères, comme si la guerre et le chaos économique n'étaient pas à nos portes. Comme moi, un Emmanuel Todd voit bien qu'un Occident, avec sa fausse conscience, se détruit lui-même et suscite la méfiance du reste du monde. Il décrit bien, Emmanuel Todd, les Insoumis et le Rassemblement national comme une totalité fonctionnelle, vraie au niveau des électeurs, pas au niveau des chefs de parti. Mais Emmanuel Todd ne propose rien, comme nous le faisons. Ce que nous faisons, c'est proposer, c'est avoir prévu des pistes pour une union véritable de ceux qui veulent autre chose. Un projet d'unir les électeurs protestataires et en faire protestataires contre l'oligarchie financière et en faire des électeurs qui défendent quelque chose de positif, d'organisé, pour un vrai changement de priorité économique en France et dans le monde. Alors, dans cette situation, certains se disent oui, mais il est difficile de faire quelque chose, les choses d'ailleurs ne sont pas mûres. Oui, il y a ce double risque d'un pessimisme, je l'ai dit, confortable et lâche, ou d'un activisme aveugle et irrationnel, le danger de la lâcheté et de l'irresponsabilité. Ce soir, dans cette situation, je veux vous parler de nos publications et de nos actions. Pour que certains ne nous voient plus comme de nouveaux Cassandres. Nous ne sommes pas. Nous n'aimons pas les lamentations. Mais nous sommes des acteurs en lien avec la France et le monde, engagés. Et c'est cet engagement que je voudrais ce soir vous faire partager. Que vous mesuriez l'importance de nos publications, de notre journal en particulier, en mobilisant le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même dans l'orage, dans la tempête, avec nous. Car il y a des circonstances dans lesquelles l'engagement, je le répète, est un devoir. Un devoir vis-à-vis de vous-même et de l'humanité, et de la France et de l'Europe. En contribuant, si ce que je fais ici ou ailleurs vous intéresse, vous interpelle, en contribuant à rendre nos publications meilleures, à les faire vôtres, en militant avec nous et en contribuant financièrement à nous soutenir. Je veux, pour que vous mesuriez mieux de quoi il s'agit, de notre journal, conçu et fait pour vous. Il n'est pas fait pour un esprit de parti. Il est conçu et fait pour l'intérêt général, l'intérêt de tous. Un journal qui risque de disparaître aujourd'hui, dans sa version papier. Disparaître si vous ne nous aidez pas. Son coût est passé de 1 900 € le numéro à 3 600 €. Nous sommes nous aussi victimes de l'inflation, notamment dans le prix du papier.
cette inflation créée par l'oligarchie financière qui est en train de muter en un véritable fascisme financier destructeur. Elle mute devant nos yeux et vous en voyez les conséquences. Et vous pouvez le mesurer par rapport aux conséquences. Alors, voici ce qui se passe et que nous avons anticipé en Europe depuis nos campagnes contre l'acte unique de 1986, qui organisait la liberté de circulation des personnes, des biens, c'est-à-dire des marchandises, des services et des capitaux. Nous avons réagi, nous disions à l'époque acte unique, acte inique, c'était notre campagne, et nous voyons bien que c'était le libre-échange, avec la liberté du renard dans le poulailler, mais aussi la libéralisation financière, encore pire, le règne du capital financier. Et nous l'avions vu, nous l'avions annoncé, et aujourd'hui, qu'avons-nous ? Nous avons cette hausse des taux d'intérêt et les sanctions qui créent cette crise, cette inflation qu'on veut faire payer par les peuples. Inflation en France, vous savez, le taux d'intérêt était de moins 0,4% à 10 ans début 2021. Il est aujourd'hui de 2,7-2,9%. Le prix de l'électricité et du gaz est extrêmement élevé. Dans ces situations, les ménages et les entreprises eux-mêmes subissent le plein choc la réalité. Et en faisant des boucliers tarifaires, l'État paye avec l'argent du contribuable les entreprises privées qui vendent de l'énergie à des prix totalement fous, à tel point que cela devrait relever du pénal. Nos déficits publics servent à enrichir des sociétés privées. Les fournisseurs d'électricité ne sont pas même les producteurs. Alors, dans ces circonstances, c'est nous qui avions mesuré vers quoi on allait arriver avec une certaine logique. Nous avons dénoncé, dès la présidence de Lyndon Johnson aux États-Unis, qu'il menait à la fois une société soi-disant de l'abondance, abondance de consommation, mais pas de production, et la guerre du Vietnam. Nous avions dénoncé cette fraude. En 1965, la loi est passée aux États-Unis mettant fin à l'obligation des banques de posséder un certain montant d'or, au moins une référence concrète. Si ce n'est pas la référence idéale, c'est au moins une référence concrète. Le 19 mars 1968, juste avant les événements de mai en France, Lyndon Johnson signait une autre loi éliminant la couverture or de la monnaie. Et je vous rappelle que De Gaulle se battait pour que la monnaie ait une couverture, qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi avec la monnaie. Et finalement, en 1971, le 15 août 1971, Richard Nixon a mis fin à tout rapport entre l'or et le dollar. Dès lors, on avait l'échange flottant, on pouvait faire n'importe quoi. C'était la dérégulation. En fait, l'absence de toute règle qui régnait, et le règne de la finance folle qui commençait au service d'une minorité qui est l'oligarchie financière, l'oligarchie du pouvoir. Nous l'avons dit, comme nous avons dénoncé en 1999, et en France, aux États-Unis, et en 1984 en France, par Jacques Delors, le découplage entre la monnaie et toute contrainte. C'est la séparation des banques de crédit, de dépôt, d'une part, et celles qui investissent et spéculent sur les marchés financiers, de l'autre. On a créé cela comme c'était une banque unique. Évidemment, dans ce cas-là, c'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne, et on a eu tout ce système de l'oligarchie financière basé sur cette monnaie, que je n'appellerai pas une monnaie de singe, parce que je ne veux pas insulter les singes, et en particulier les primates, que je considère avec beaucoup d'amitié. Alors, aujourd'hui, c'est avoué. Le Comité européen du risque systémique, le CERS, comme on l'appelle, l'organisme de la Banque centrale européenne, ne parle pas tout à fait comme Christine Lagarde. Il est chargé de surveiller les risques financiers. Et il a émis pour la première fois un avertissement général.
il dit, voilà, on est dans une crise très grave, il y a la hausse des taux d'intérêt, ce qu'eux-mêmes ont mis en place, il y a de nombreux clients des banques qui peuvent faire défaut parce qu'ils ne peuvent plus fonctionner. Évidemment, avec des taux d'intérêt aussi élevés, le coût de l'énergie aussi élevé, c'est difficile de continuer à fonctionner. Nous venons d'avoir quelqu'un qui travaille à ArcelorMittal qui nous a dit, nous c'est très simple, pendant la semaine on arrête et on travaille que le samedi et le dimanche où le coût de l'électricité est beaucoup plus bas et nous profitons de cette opportunité. Donc c'est complètement délirant. Dans d'autres cas, les entreprises, les PME ne pourront même pas faire ça, elles devront arrêter. Donc on est face à cette situation. Il y a aussi, nous dit, c'est encore beaucoup plus grave, je suis inquiet, dit cet organisme européen, de l'exposition des marchés aux produits dérivés. Et la London Business School et même l'économiste de Londres disent la même chose. Donc ce sont des gens de l'intérieur du système qui montrent la gravité de la situation. Et bien plus encore, je dirais. Et là, on est à l'extrême. Gordon Brown, l'ancien Premier ministre britannique, dit, très justement, que des institutions financières non bancaires sont en train de jouer un rôle fondamental dans la finance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le shadow banking, les banques de l'ombre. Et il faut dire plus clairement un système dominé par un dark web banquier. Un dark web banquier. Alors tout cela, et je prends un à un nos numéros de Nouvelles Solidarités de notre journal. Contre la guerre et la vie chère, c'est notre dernier numéro, un nouveau Bretton Woods. Un nouveau Bretton Woods contre la guerre et la vie chère. Eh bien, il y a une analyse de notre manière de pouvoir juger d'une situation et l'anticiper, en voyant les conditions qui la produisent, les causes. Il y a à la colère qui revient, mon éditorial, qui montre que cette colère va s'exprimer bientôt et qu'il faut l'organiser pour qu'elle ne soit pas jetée contre un mur. Il y a dans ce même journal la dénonciation des psychotropes, des champignons magiques, comment les institutions financières américaines ont organisé une fuite en arrière vers ces échappatoires dans la drogue, et en particulier pour empêcher que la mobilisation de la jeunesse contre la guerre du Vietnam prenne un cours positif, pour la dévoyer dans une sorte de nouvel âge fondé sur no future, sur pas de futur, comme le disaient certains films de l'époque. Et puis, il y a un article sur la régression inédite de l'éducation, à qui profite le crime, et un autre sur ce qui se passe en Ukraine, où le Centre contre la désinformation ukrainien, le CCD, soi-disant, et Mirotvorets, un site soi-disant privé, tous entretenus par le département d'État et les intérêts américains, nous ont dénoncé, nous qui demandons une paix en Ukraine, nous qui demandons la cessation des combats, nous, dans notre organisation, l'Institut Schiller, dont on explique pourquoi ce système ukrainien, qui n'est pas celui de l'Ukraine à proprement parler, qui est celui de ce qui pousse l'Ukraine vers une guerre contre la Russie. Et il faut bien dire que si les Russes ont envahi l'Ukraine à un moment donné, eh bien, les Ukrainiens s'apprêtaient à bombarder en février de cette année, avec, certains disent 100 000, d'autres 300 000 hommes, tout le Donbass, Donetsk et Lugansk. Et les Russes ont dû intervenir pour défendre les russophones. Donc il n'est pas vrai que l'intervention de Poutine n'était pas provoquée. Elle a été provoquée par l'OTAN. Et les demandes russes pour un système de stabilité et de sécurité en Europe qu'ils ont fait en décembre ont été rejetées. Déjà, en 2007, ces propositions avaient été faites par la France et elles avaient été rejetées, là aussi, par les Américains. Et Condoleezza Rice avait dit à M. Gourdon-Montagne, ne vous mêlez pas de ça, nous voulons prolonger, vous les petits Français, vous n'allez pas nous empêcher de prolonger nos activités vers la frontière russe. Alors, dans cette situation, il y a un lien entre ce qui se passe dans le domaine militaire et dans une oligarchie financière acculée que son propre système condamne. Une oligarchie financière qui est condamnée à la fuite en avant.
Et on le voit dans la vingtaine de guerres menées par les États-Unis, par ceux qui contrôlent les États-Unis depuis 1945, dans le monde. C'est ni la Russie ni la Chine qui les ont menées. La Russie a envahi l'Afghanistan, l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan, c'est exact. Mais il y a eu ces guerres menées par les États-Unis. Alors, pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas des États-Unis en tant que nation, il ne s'agit pas des États-Unis en tant que peuple. Il s'agit de l'oligarchie financière qui occupe le pouvoir dans la City de Londres, à Wall Street, et dans les émanations politiques, ce que sont devenues leurs émanations politiques, à la tête de ces deux pays. Alors j'avais dénoncé cela, si notre journal vous était connu à l'époque, j'avais dénoncé cela, j'ai ici mon projet contre les puissances du chantage du fascisme financier, donc vendredi 29 décembre 2006. 2006, je finançais ça en vue des élections présidentielles de 2007. J'ai aussi, en France, le premier homme politique à parler des nouvelles routes de la soie, l'Eurasie au XXIe siècle. J'ai ici le numéro de Nouvelles Solidarités, bien avant que les Chinois aient parlé des nouvelles routes de la soie. Nouvelles Solidarités, vendredi 24 mars 1995. Donc, aujourd'hui, vous ne seriez pas surpris de voir la Chine exiger un nouveau système international de gouvernance, mondial de gouvernance, global. Le quotidien du peuple chinois, le 4 octobre, indiquait que Xi Jinping avait une diplomatie pour un nouvel ordre économique et monétaire international, qui voulait le promouvoir à travers l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui vient de se réunir les 15 et 16 septembre à Samarcande. Les BRICS, ces BRICS et cette Organisation de coopération de Shanghai auquel la Turquie veut se joindre, l'Argentine, l'Iran aussi, l'Indonésie, pays essentiel après la Chine dans l'Asie. Donc voilà un ordre du monde qui se met en place, organisé par quelqu'un qui s'appelle Serge Glaziev, qui étudie comment un système peut se mettre en place hors de la logique du dollar. Ce qui est une très bonne chose. Et Serge Glaziev, comme vous le savez, a envoyé un message à Madame Larouche, célébrant le 100e anniversaire de la naissance de Lyndon Larouche, et en disant « c'est lui qui m'a inspiré son sens de l'économie physique, et les pays qui ont suivi ce que Larouche avait établi, eh bien ceux qui ont réussi, comme la Chine. Alors que les pays occidentaux qui ont endossé le néolibéralisme, l'ordre de l'acte unique de 1986 en France, ceux-là ont échoué. Alors, on vous dira, il ne faut pas parler de Lyndon Larouche. En France, vous pouvez peut-être parler un peu de cheminade, mais pas de Lyndon Larouche. C'est tabou, c'est extrême, on n'en sait pas. Bien voilà, on parle de Lyndon Larouche dans le monde. Mais on parle aussi de moi, qui ai rencontré aussi Serge Glaziev un certain nombre de fois, et qui, à Moscou, en 2002, avait organisé les Russes, y compris dans l'académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères, pour aller vers cet ordre international nouveau, basé sur la volonté des peuples, sur l'industrie, l'agriculture, la science, l'école, le laboratoire. Et cela a été refusé par le système occidental. Alors on ne peut pas s'étonner que les Russes soient devenus ce qu'ils sont devenus. Nous les avons fait quelque part devenir ainsi. On oublie que le 11 septembre, Poutine a été le premier chef d'État à téléphoner à George Bush, le petit George Bush, pour lui dire on est prêt à collaborer contre le terrorisme. Alors voilà, vous auriez vu, si vous aviez suivi notre journal, Lyndon Larouche, 1922-2019, il est décédé en 2019, sa vie, un talent sagement dépensé, et une analyse de ce qu'il a apporté. Et puis, dans un autre numéro, Souveraineté, pourquoi faire? Comment nous avons appelé à une union des souverainistes en France, qui ne s'est pas faite, à cause des égos et du manque d'analyse rationnelle de la part des souverainistes, qui préfèrent, trop souvent, une ligne Maginot à une intervention pour un monde plus juste.
Eh bien, dans ce numéro, qui est le numéro donc de juin 2021, il y a un très beau texte, un violon pour mettre l'échec scolaire en sourdine, et nous avons montré comment Einstein a dit que s'il n'avait pas joué du violon, il n'aurait peut-être pas fait les découvertes qu'il a faites. En tout cas, nous devons penser comme Einstein et penser qu'en France, il faut essayer de toutes nos forces d'apporter une solution aux problèmes du monde qui ne peut pas être fait dans les termes où ils sont posés, mais par l'intuition d'une façon meilleure, d'un ordre meilleur pour les résoudre, en dehors des contradictions apparentes. C'est ce que nous appelons la coïncidence des opposés. J'ai ici le numéro de janvier 2022. Peut-on encore éviter la guerre en Europe? Alors, il y a aussi une interview de Georges Kuzmanovic dans ce numéro. Et le numéro de juillet 2022, sortir de l'OTAN, une ardente obligation. Une ardente obligation parce qu'on savait que la réunion de Madrid, qui prévoyait un OTAN global, était une réunion de va-t-en-guerre. Et que l'Union européenne était mise littéralement sous la coupe de l'OTAN, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pour cela que l'Union européenne mise sous la coupe de l'OTAN n'est pas crédible ni pour les Russes, ni d'ailleurs pour les Ukrainiens, et que Emmanuel Macron parle, mais sans avoir la capacité, la base lui permettant de faire croire à ce qu'il dit. Alors, vous avez un très bon article dans ce numéro, Entretien avec un infirmier, qui s'appelle David Garcia, Quel nouveau paradigme pour sauver notre système de santé? Et vous avez surtout, un très beau texte, Entretien, Avicenne ou l'islam des Lumières, où on montre qu'il y a un islam des Lumières, et que c'est à cet islam qu'il faut revenir. C'est Omar Merzoug sur le mutazilisme, et cet islam-là. Alors aujourd'hui, nous avons ce gazoduc, c'est pas un pipeline, c'est un gazoduc qui a sauté en mer du Nord. Ralph Bossard et Jacques Beau, deux Suisses, experts, étaient des militaires formés à cela, nous disent bien que les Russes étaient à 300 km, la flotte américaine était autour du lieu où a eu lieu l'explosion, ou les 4 explosions. Donc, il est difficile de blâmer les Russes, et surtout, logiquement, on ne peut pas, disons, sérieusement soutenir que les Russes passent leur temps à se tirer sur eux-mêmes. Dans la prison où étaient les gens du bataillon d'Azov, se tirer sur eux-mêmes dans la centrale nucléaire de Zaporijie, et se tirer sur eux-mêmes en mer du Nord. Ça me semble un peu étrange. Donc c'est là qu'il n'y a plus un jugement basé sur la raison. Et que Poutine a dit des choses très dures. Il a dit qu'il y avait une dictature des élites occidentales et que ce vieil ordre était terminé. Le chemin qui s'ouvre devant nous est un nouvel ordre. Et il a été très clair dans le même sens que Xi Jinping. La rente est la base de l'hégémonie occidentale. Et cela est en train de disparaître parce que le système néocolonial ne peut pas perdurer. Ce système néocolonial ne peut pas perdurer. Il ne peut pas tenir. Il se détruit lui-même. Alors, évidemment, même un Jeffrey Sachs dit que Jeffrey Sachs, qui a présidé au démantèlement de l'Union soviétique, du système économique et industriel de la Russie. Jeffrey Sachs, l'américain, professeur d'économie à l'Université de Columbia, nous dit lui-même que il semble bien que ce soit les États-Unis qui aient procédé à cet attentat en mer du Nord. Et les Ukrainiens vont aussi loin, avec leur centre de désinformation, à dénoncer Roger Waters, qui était le chanteur des Pink Floyd, en disant non, il n'a pas le droit de se prononcer, c'est un agent russe, c'est comme ça. Alors ça va très loin, parce que notre ami Alain Corvèze a reçu une lettre émanant de quelque chose qui s'appelle la Direction générale pour la stabilité financière, les services financiers et les marchés des capitaux de l'Union européenne, stabilité financière et sanctions. Bon, que dit cette lettre? Vous êtes allé, alors c'est une décision que l'on peut contester ou pas, mais c'est une décision qu'il a prise personnellement, vous êtes allé assister au référendum organisé par les Russes dans les 4 oblasts. Nous sommes obligés de vous informer
que vous encourez les sanctions du Conseil européen, on va geler les actifs et vous faire cesser toute activité. Gel des actifs signifie que tous les comptes bancaires vous appartenant au sein de l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis seront gelés. Vous êtes dans l'obligation d'indiquer toutes les ressources que vous possédez ou que vous contrôlez. Vous encourez des sanctions pénales. Donc voilà, c'est cela la liberté d'expression. En tout cas, on constate de cette façon qu'on n'est pas, disons, ce qui aide les libertés en Ukraine, libertés qui n'existent pas en Ukraine. Hein. Bien sûr, 16 partis politiques d'opposition, tous supprimés. Non. Mais, on n'est co-belligérants. On est co-belligérants de fait. Et je le constate avec la charmante Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, qui s'avère coupable de délation, comme au temps de l'occupation de la France. Nathalie Loiseau a écrit à Joseph Borrell, qui est le représentant des relations internationales de l'Union européenne, en lui disant, voilà, il y a des gens qui se tiennent mal, il y a des gens qui sont allés assister à ce référendum, il y a des gens qui ne soutiennent pas l'Ukraine, eh bien, ils méritent d'être punis. Et elle a dénoncé une journaliste, Vanessa Beeley, une journaliste britannique, qui avait aussi voyagé au Donbass pour voir ce qui s'y passait. Je rappelle que Nathalie Loiseau est une très proche d'Emmanuel Macron et que s'était rendue déjà totalement impopulaire auprès de ses collègues européens pour avoir fait des insinuations insultantes sur eux. Donc voilà ce qui nous représente en Europe. Donc si on n'est pas indigné après cela, si on ne fait pas quelque chose après cela, bien je dois dire, on est très loin du devoir qui aujourd'hui s'impose. Si vous aviez vu notre journal, vous auriez vu que Diane Serre est en campagne aux États-Unis contre ce système de l'oligarchie financière à New York, contre un sénateur qui s'appelle Chuck Schumer, qui est l'exemple même de ce qui est le système de l'anglosphère, comme on l'appelle ici. Je préfère le terme oligarchie financière. Et culturelle, d'ailleurs, oligarchie financière et culturelle. Et numérique. Il faudrait la désigner de cette façon. Alors, vous auriez pu voir dans le numéro d'avril 2022 de notre journal nos candidats qui sont mobilisés pour cela et qui étaient en même temps contre la privatisation du CNES, du Centre national d'études spatiales. On privatise, qui sont aussi mobilisés contre ce système de fixation du prix de l'énergie en Europe, qui est aberrant, qui est une folie, que tout le monde reconnaît être une folie, mais personne ne fait rien pour l'arrêter, ou très peu. Alors, je dirais qu'à un moment où l'Europe et le monde brûlent, de quoi parle-t-on en France? De col roulé, de bouillotte et d'eau froide. Pourquoi pas de la marine à voile et des lampes à huile? Voilà où on en est. Bon, soyons sérieux. Il n'est pas d'issue qui ramène au passé, quelles que soient les obsessions des Zemmour, des Macron ou des Panot. Il n'est pas d'issue qui ramène au passé. Et Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, comme disait Bossuet. Arrêtons donc de laisser rire de nous dans le monde, car l'absence de la France dans les affaires internationales est peut-être devenue une cause de guerre. Donc, ne me considérez plus comme un commentateur qui intéresse, que vous voyez de temps en temps, mais considérez-vous comme des acteurs. Et aidez-moi, aidez-nous, aidez-vous. Aidez-nous, aidez-moi, aidez-vous à élever à la dignité d'homme tous les individus de l'espèce humaine, comme le disait Lazare Carnot. Et pour éviter ce que Charles de Gaulle appelait d'atroces destructions, en son temps, où elles étaient moins menaçantes qu'aujourd'hui, ces atroces destructions qui peuvent menacer l'espèce humaine. C'est la guerre nucléaire. Face au danger vital, battez-vous avec nous. Et surtout, redonnez un beau sens
au mot politique. Cette beauté dans le politique est nécessaire et je vous remercie d'avance de tout ce que vous ferez.